Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir d'être de retour à Grenoble. Donc, je voudrais vous parler de l'équation de Schrödinger. Bon, vous avez probablement déjà entendu ce mot, peut-être même dans des chansons ou que sais-je. Oui, il faut que je parle plus fort. Oui, je crois que c'est juste pour enregistrer. Je ne pense pas que ça soit... Donc, il faut que je parle plus fort. Très bien. Parfait. Donc, j'ai préparé un exposé vraiment, normalement pas technique du tout, ou du moins pas trop. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à m'interrompre à n'importe quel moment pour poser n'importe quelle question. Au pire, je ne saurais pas répondre. Mais vraiment, n'hésitez pas. Donc, en tout cas, probablement que la première chose à faire va être simplement d'écrire cette équation qui, personnellement, me passionne beaucoup, puisque c'est une équation qui tient vraiment sur une seule ligne et qui, pourtant, est supposée, ou du moins... oui, la ligne peut être très grande ici, mais elle va tenir là-bas. Hein. Et vraiment est censée décrire une quantité énorme d'objets, et comme je vais vous expliquer un petit peu plus précisément dans cet exposé. Donc voici l'équation en question. Donc, je vais juste l'écrire, ça va prendre un petit peu de temps, et puis ensuite on va de toute façon la garder au tableau et la discuter en long et en large. Donc la section 1, c'est l'équation de Schrödinger. Donc, qu'est-ce que c'est cette équation? Donc, je vous l'écris. Il faut que ça rentre comme promis. Donc, vous avez d'abord mon Laplacien. Je vais définir tous les objets ensuite, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, j'écris tout. Vous avez une somme de 1 à n de v. Je vais mettre un h bar carré, comme ça on en aura tout de suite. Voilà. V de xj. Ensuite, vous avez une somme sur tous les couples. Et ensuite, je vais vous expliquer, bien sûr, ce que ça modélise et quels sont les genres de questions qu'on se pose. Voilà. Donc, quel est le problème? Qu'est-ce qu'on veut faire? Quelles sont les questions? Donc, c'est une équation qui est censée décrire n particules. On va ensuite donner des exemples concrets. D'accord? Donc, pensez à des électrons, par exemple, mais on va tout bien expliquer en détail, qui vivent dans un paysage montagneux V. Hein. Donc, vous avez remarqué que les sommes font intervenir ce grand N, hein, donc c'est le nombre de particules. D'accord? Donc, vous avez V qui est ce qu'on appelle un potentiel. Mais vous devez penser que vous avez des particules qui évoluent dans un paysage plus ou moins montagneux, avec des creux, des bosses. Ça, c'est V. D'accord? Et ensuite, vous avez W, qui décrit les interactions entre ces particules, c'est-à-dire qu'elles se voient et elles interagissent. Elles peuvent s'aimer ou ne pas trop s'aimer. Tout est caché dans la fonction W. Bien. Donc, vous voyez, cette équation a vraiment... Donc, c'est une équation aux valeurs propres. Hein, donc, c'est un problème aux valeurs propres. Mais en dimension infinie. Donc, ici, les inconnus sont psi. Donc, psi, c'est une fonction de n variables. Et chacune des variables, ce sont les xj ici. Vous en avez n, et chacune vit dans R3, par exemple. Si on veut décrire un système physique, hein, donc psi va de R3n, dans R ou dans C, peu importe. D'accord? Donc c'est une fonction qui a un grand nombre de variables, 3n. Faites bien attention, je répète, j'espère que vous arrivez à voir, malgré le soleil, j'aurais peut-être dû l'écrire au centre. Bon. Que chacun de mes xj, donc j'en ai n, mais chacun est dans R3. D'accord? Je vais vous expliquer ensuite l'interprétation de ces xj. Et bien sûr, donc psi, c'est le vecteur propre. Hein. Donc, comme tout problème aux valeurs propres, on a envie d'être dans un espace de Hilbert et d'avoir un produit scalaire. Donc ici, l'espace ambiant, c'est l'espace des fonctions de carré sommables. Et donc, on demande que psi soit normé, un vecteur propre normé dans cet espace.
c'est-à-dire que l'intégrale de son carré soit égale à 1. D'accord? Donc ça, c'est notre premier inconnu, et bien sûr, l'autre inconnu, c'est E, qui est la valeur propre, qui est donc ici un nombre réel. Voilà. D'accord, donc les inconnus sont psi et E, et les données, en fait, vous avez, bon, h bar c'est un nombre, V c'est le paysage, et W dépend du type de système que vous étudiez. Il décrit les interactions entre les particules. Donc h bar c'est la constante de Planck. Si elle vous le dérange, vous pouvez la prendre égale à 1, ça ne changera rien du tout à tout ce que je vais raconter. Bien. Alors maintenant, que décrit cette équation? Eh bien, tout. Donc cette table, vous, la lumière qui vous dérange et vous empêche de voir l'équation. Bon, tout est décrit par cette équation et c'est ce qui la rend fabuleuse et intéressante, puisque, vous voyez, elle est finalement, bon, on a des doubles sommes et tout, elle n'est pas extrêmement simple, mais quand même, elle est censée décrire la majorité de notre monde, du moins dans certaines approximations. Alors, je vais vous décrire maintenant un petit peu plus précisément ce que ça peut modéliser. Ce que je devrais dire pour commencer, c'est que ça modélise très bien notre monde, mais plutôt à l'échelle microscopique. Bon, évidemment, on est fait d'objets microscopiques, donc ça nous modélise nous aussi. D'accord, mais on est composé d'un nombre extrêmement grand de particules, de l'ordre de 10 puissance 23. Donc vous commencez à imaginer que si je prends n égale 10 puissance 23, je vais commencer à avoir un peu de mal à résoudre cette équation. Donc on va regarder des petits systèmes, c'est-à-dire on va zoomer sur cette table et regarder quelques atomes, mais en principe, c'est juste que n est gigantesque, mais ça doit quand même être décrit par cette équation. Alors, quel est le genre de question qu'on se pose? On veut juste trouver les solutions psi et E. Donc généralement, alors peut-être je devrais vous dire, donc j'ai donné les deux inconnus, donc l'interprétation physique des deux inconnus, psi, donc c'est ce qu'on appelle la fonction d'onde. En fait, je vous donne seulement le nom, je ne vous donne pas vraiment l'interprétation pour l'instant. On en dira un petit peu plus tout à l'heure. Mais vous devez imaginer que c'est ce qui vous décrit ce que font les n particules. Si vous connaissez psi, vous savez ce qu'elles font, du moins à l'équilibre. Ceci décrit seulement des systèmes à l'équilibre. Donc c'est ce qui va vous décrire très précisément ce que font les n particules, en fait de façon probabiliste, comme je vais vous expliquer un petit peu plus longuement tout à l'heure. Donc c'est description du comportement à l'équilibre des n particules considérées. Bien, et alors l'interprétation de la valeur propre E, c'est que c'est l'énergie du système. Donc, comme vous le savez peut-être, vous avez le principe de moindre action qui vous dit que généralement, vous aimez toujours bien être dans votre état de plus basse énergie. Donc, c'est aussi le cas ici. Donc, généralement, l'image qu'on a, et on va énoncer des théorèmes tout à l'heure, c'est que quand vous cherchez les solutions de cette équation, eh bien, les E pour lesquels il y aura des solutions, vous n'en aurez qu'un nombre discret. Donc, on s'attend à ce que ces énergies soient quantifiées. Quantifier veut juste dire que vous en avez un nombre discret avec des valeurs particulières, éventuellement un nombre fini ou éventuellement un nombre dénombrable, mais discret. D'accord ? Donc, qui généralement sont quantifiés. Donc, quantifier, mécanique quantique, c'est ça. C'est-à-dire que les solutions de l'équation, en fait, il y aura des solutions pour des valeurs très particulières de E. Donc, l'image qu'on a généralement. Vous voyez, on est en train de résoudre un problème aux valeurs propres. Donc, ici, on a un énorme opérateur, peut-être je l'appelle H à indice N.
Et donc on s'intéresse au spectre de cet opérateur. Je ne vais pas faire de théorie spectrale précise ici, mais la forme générale de ce spectre typique, c'est qu'on a des énergies quantifiées avec des valeurs spéciales, comme ça. Peut-être un nombre infini, par exemple, qui tend vers, typiquement vers une énergie particulière. D'accord? Donc ici, vous aurez E1, E2. Et typiquement, après, on a un intervalle entier où on n'a pas de solution à l'équation. C'est-à-dire que si je prends un E ici, typiquement, il n'y a pas de solution à cette équation. Mais comme on est en dimension infinie, on peut avoir des presque solutions. C'est-à-dire que ce qui se passe ici, c'est que vous pourrez résoudre l'équation h-e psi égale 0, mais de façon approchée. C'est-à-dire que vous pourrez trouver une suite psi n de sorte que ça tend vers 0, sauf qu'il n'y ait pas, sans qu'il y ait de solution à la limite. D'accord? Donc ça, c'est l'image typique du spectre de l'opérateur écrit ici. Donc vous voyez que ici, vous avez des énergies qui sont quantifiées, puisqu'elles prennent des valeurs précises, et toute la mécanique quantique est là pour obtenir ces énergies quantifiées. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous devez imaginer que votre système, il va avoir envie d'osciller, il hésite en fonction de l'énergie qu'on lui donne, il hésite typiquement entre ces états. Il aime toujours bien retourner à l'état de plus basse énergie. Et chaque fois qu'il fait ça, il émet, il se débarrasse de son énergie qu'il a en trop, et il émet typiquement de la lumière qui correspond exactement, avec des longueurs d'onde qui correspondent exactement à ces énergies quantifiées, ce qui fait qu'un objet va... c'est ce qui explique la couleur des objets. Vous voyez, si quelque chose est vert, c'est parce que les énergies sont quantifiées d'une certaine manière qui explique pourquoi c'est vert. D'accord? Donc ces énergies quantifiées expliquent en particulier pourquoi quand vous excitez un système quantique, il va toujours réémettre la lumière ayant certaines longueurs d'onde très particulières. Donc ça, c'est la mécanique quantique, c'est l'obtention ici, vous voyez, d'énergie très spéciale, quantifiée, et ça explique le comportement du système. Bien, donc on n'a pas encore touché aux questions mathématiques, mais laissez-moi continuer 5 minutes sur ce que décrit cette équation. Donc cette équation est censée décrire en fait une grande partie de notre monde. Sauf que, évidemment, lorsque n devient très grand, ça devient très difficile de vérifier. Hein. Donc, à l'échelle microscopique, les choses typiques, c'est les atomes. Et puis ensuite, si vous mettez plusieurs atomes ensemble, vous allez former des molécules. Et puis ensuite, si vous mettez plusieurs molécules ensemble, vous formerez des nanomolécules ou des clusters. Enfin, bon. Puis ensuite, si vous en mettez énormément, vous fabriquez une table, une chaise, donc vous arrivez au monde des matériaux, etc. Et donc, beaucoup de propriétés de tous ces objets sont en fait parfaitement prédites par cette équation. Et les gens cherchent à la résoudre pour éventuellement vérifier certaines des propriétés expérimentales ou parfois pour découvrir à l'avance, avant de faire les expériences, certaines propriétés intéressantes qui pourraient vous diriger, par exemple, vers un matériau est plutôt fait comme ci ou plutôt fait comme ça pour avoir plutôt telle propriété ou plutôt telle propriété. D'accord? Donc, maintenant, je vais vous donner des exemples précis. Donc, regardons le cas des atomes et des molécules. Hein. Donc, vous avez tous vu le tableau périodique des éléments, là, qui commence par H, et puis donc, hydrogène, hélium, etc. Non? Vous vous souvenez? Bon, cette équation décrit tous les atomes du tableau périodique. Donc, quel est le modèle dans ce cas-là? Hein, donc, peut-être je vous rappelle que chaque atome donc, est composé d'électrons, de protons et de neutrons. Et ici, on va se concentrer uniquement sur les électrons. D'accord? Donc, n, le n de l'équation, ça sera le nombre d'électrons.
Pourquoi on fait ça? Eh bien parce qu'il y a une énorme différence de masse entre les constituants de chaque atome, et les électrons, c'est les plus légers, ceux qui sont le plus excités, le plus énervés, qui bougent très vite. Et du coup, il est naturel de commencer par modéliser leur comportement, vous voyez, parce qu'ils sont très rapides. Et ensuite, dans un deuxième temps, une fois qu'on a modélisé les électrons, on peut s'intéresser aux particules plus lentes. Mais on commence par regarder ce que font les gens très excités. Donc n sera le nombre d'électrons, et quand on se met du point de vue des électrons, vous voyez, le reste du monde est juste immobile. D'accord? Donc on se concentre sur les électrons, et tout le reste, on les rend immobiles. Donc le reste, c'est quoi? C'est le nombre de protons. Je vais l'appeler M ici. Non, on va l'appeler Z, c'est très bien. Et le nombre de neutrons, mais en fait, comme on va regarder seulement l'électrostatique, le nombre de neutrons va pas jouer de rôle. D'accord? Donc si vous regardez un atome, donc H, il a un électron, un proton. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie, donc premièrement, chaque électron, il vit dans le paysage des protons maintenant. Donc le paysage, c'est les protons. D'accord? Et si on suppose qu'ils sont juste immobiles et tout ça, ça veut dire que votre V est tout simplement égal à moins Z divisé par la norme euclidienne de X. Alors ça, c'est le fait que les électrons sont attirés par ces protons, puisque ce sont des charges opposées. C'est le V. Et le W, qu'est-ce que c'est? Le W, c'est la répulsion entre les électrons, le fait qu'ils ne s'aiment pas parce qu'ils ont les mêmes charges. Et donc, c'est juste 1 sur la norme euclidienne de X, tout ça dans des unités appropriées. Donc, vous voyez qu'on arrive avec un modèle très simple, où finalement, si vous faites h bar égale 1, ce que vous pouvez toujours faire si ça vous arrange, en fait, il n'y a que deux inconnus, qui sont n et z. Puis en fait, si vous regardez le tableau périodique, n est égal à z. D'accord? Donc si vous prenez n égale z, c'est votre seul paramètre. Donc c'est un modèle sans paramètres. Le seul paramètre, c'est le numéro de la case dans laquelle vous êtes. Et pour chaque case, vous connaissez la valeur de n, c'est le numéro de la case, et vous devez résoudre cette équation où v est égal à moins z sur xj ici, et ici c'est la somme des 1 sur la norme de xj moins xk. Et ça vous décrit la richesse du tableau périodique, avec cette équation qui tient sur une ligne et qui n'a aucun autre paramètre que le numéro de la case. Eh bien, vous pouvez tout savoir, en principe, sur tous les éléments du tableau périodique. Alors peut-être que, donc par exemple, si vous faites n égale 1, c'est l'atome d'hydrogène. C'est la case numéro 1. Et il se trouve que c'est un système complètement intégrable, on peut tout résoudre explicitement. Et en fait, c'est le seul. Et vous allez trouver que l'équation admet une solution uniquement pour un nombre discret d'énergie qui valent une certaine constante divisée par n carré. Donc elle tend vers 0, sigma est égal à 0 dans ce cas-là. Et ça décrit parfaitement le spectre de l'hydrogène quand on fait des expériences. Donc ça a été le premier succès de la mécanique quantique, c'est la description parfaite du spectre de l'hydrogène. Alors si je me suis trompé. Voilà. Alors un deuxième exemple, peut-être pour que ça soit plus parlant, pour que vous voyez le genre de questions que se posent les chimistes et les physiciens. Regardons, je ne sais pas, moi, par exemple, la molécule d'eau, H2O. Dans ce cas-là, vous êtes dans une situation où vous avez trois atomes qui sont l'un à côté de l'autre. Vous avez O ici, puis H par là et un autre H par là, c'est la molécule d'eau. Voilà. Donc dans ce cas-là, vous voyez, vous pouvez déduire, à partir de ce que je vous ai dit là-bas, comment sera le modèle. Donc le W sera toujours le même, toujours 1 sur la norme euclidienne de X dans R3.
Et V, je peux vous donner la forme de V pour une molécule générale. Vous voyez, ça sera juste la somme de tous les gens qu'on a mis. Donc vous aurez des petits Zn, et ensuite vous aurez les positions de chacun des noyaux que vous mettez. Et vous voyez que de cette manière, vous pouvez décrire n'importe quelle molécule avec cette fonction V. Donc dans le cas de la molécule d'eau, vous voyez, par exemple ici, je peux mettre l'origine, si j'ai envie, je mets l'origine en O. Hein, donc on est dans R3, hein, n'oubliez pas. Et puis ici, j'ai Z1, donc j'ai R1 égale 0, Z1 qui vaut 8, parce que la charge de l'oxygène, c'est 8. Et puis ici, j'aurai Z2 qui est égal à 1 et Z3 qui est égal à 1. Et donc, quels sont les paramètres du modèle? Vous voyez, les seuls paramètres, en fait, c'est les positions de ces trois atomes, sachant que vous remarquerez que le modèle est invariant par les rotations, les translations. Bon. Donc, on peut toujours mettre celui-là en 0, mettre celui-là sur n'importe quel axe que vous désirez, mettre tout ça dans un plan. Bon, vous voyez que dans le fond, vous n'avez que 3 variables qui sont ces 2 longueurs et cet angle. D'accord, D1, D2. Et donc, que font les chimistes et les physiciens? Eh bien, ils calculent le E1, c'est-à-dire la première valeur propre, parce que c'est l'énergie la plus basse, qui est une fonction de D1, D2 et de θ, c'est tout. Et ensuite, en étudiant cette fonction, vous allez pouvoir prédire la forme de la molécule d'eau, parce que c'est ce qui va minimiser l'énergie. Donc, vous pourrez trouver l'angle, vous pourrez trouver la longueur des liaisons, vous pourrez regarder la dérivée seconde, voir comment ça a envie de vibrer, etc. Vous pouvez tout savoir sur la molécule d'eau en résolvant cette équation écrite là-haut. Et ensuite, bon, vous voyez, c'est un exemple concret, mais vous imaginez que vous pouvez décrire le comportement de n'importe quelle molécule, regarder votre ADN, regarder des virus, comment ils vont, en résolvant cette équation. Bien. Donc, mathématiquement, donc il se trouve que l'histoire a été bien faite, dans le sens où le moment où la mécanique quantique a été inventée par les physiciens était exactement le moment où les mathématiciens, à vrai dire, étaient peut-être plus proches des physiciens aussi à l'époque, avaient les outils pour pouvoir inventer le formalisme qui pouvait donner un sens à la mécanique quantique. Et donc, vous avez eu un co-développement, si vous voulez, où on peut quand même dire que la mécanique quantique n'aurait pas pu être formulée convenablement sans tous les travaux de Hilbert avant. Et d'un autre côté, les développements en physique ont forcé les mathématiciens à introduire un nouveau formalisme. Donc, mathématiquement ou historiquement, donc toute la théorie spectrale en dimension infinie. Donc évidemment, il y avait de nombreux travaux avant les années 20, mais les découvertes quantiques ont poussé énormément les mathématiciens à développer tout ça. Donc la théorie des opérateurs auto-adjoints non bornés en dimension finie a vraiment été développée par von Neumann et tous ces gens. Peut-être Stone, enfin, dans les années 30-40, pour donner un sens mathématique à cette théorie. C'est-à-dire, pour donner un sens précis à ce qu'est un opérateur auto-adjoint en dimension infinie et ce qu'est son spectre. C'est des questions plus délicates que ça a l'air, mais après tout, c'est bien de rester avec une vision plus intuitive de cette équation, d'accord ? Donc, tant que V et W ne sont des potentiels pas trop méchants, vous pouvez vraiment rester avec la vision la plus intuitive que vous voulez. J'ai oublié de vous dire quelque chose de très important, je m'en excuse. Le Laplacien, chez moi, n'est pas le Laplacien des géomètres, j'aurais dû le dire d'abord. Hein, que le Laplacien de psi, c'est la somme des dérivées secondes de psi. D'accord ? Alors les xi ici, bon, ils sont dans R3, bon, je mets un gradient. Bref, somme sur toutes les dérivées, d'accord ? Les 3n dérivées secondes. Il n'y a pas de moins chez moi, c'est pour ça qu'il y a un moins dans l'équation.
l'équation a été plus petite en mettant le moins dans le Laplacien. Bien. Donc ces développements, c'est vraiment les années 30-40. Et ensuite, bon, après, les gens ont voulu étudier l'opérateur que j'ai décrit pour les atomes et les molécules. D'accord? Donc mettez-vous vraiment avec le V, avec ce V-là, et ce W-là. Qu'est-ce que vous pouvez dire? D'accord? Vous regardez une molécule quelconque, avec N électrons. Donc ça a mis pas mal de temps avant d'arriver à des résultats convenables. Donc vous avez Kato, donc après c'est vraiment les années 50. Hein. Et puis une forte communauté russe, peut-être je cite Ghiseline qui a fait des travaux très importants. C'est déjà plutôt dans les années 60. Qui ont vraiment étudié mathématiquement les propriétés de cet opérateur pour des VW généraux, mais aussi, plus particulièrement, pour cet exemple-là. Et ensuite, dans les années 70, 80, 90, vraiment, vous avez eu une explosion de travaux sur cette question, et beaucoup de questions finalement assez élémentaires. Quand vous regardez le tableau périodique, vous avez beaucoup de questions naturelles qui apparaissent, je vais en citer quelques-unes, ne sont toujours pas résolues. D'accord? Donc peut-être deux noms importants, c'est Lieb et Simon, mais vous avez beaucoup de gens qui ont contribué. Alors peut-être je vous énonce tout de suite deux théorèmes. Hein, donc des questions naturelles, c'est y a-t-il des solutions? Peut-être c'est la première question naturelle en tant que mathématicien à se poser quand on voit cette équation. Donc la réponse a été apportée par Ghiseline, justement. Et puis dans d'autres articles, Ghiseline et Sigalov, c'est pour ça que ce n'est pas dans l'ordre alphabétique, tout ça c'est dans les années 60. Donc le premier théorème que je veux vous énoncer, et c'est vraiment pour les molécules. Hein. Donc vous prenez M noyaux, chacun comprenant Zm protons et N électrons, et c'est tout. D'accord? Les seules variables sont les positions et les charges et le nombre d'électrons. Bah non, pas forcément. Mais ça va jouer un rôle. Hein. Donc le théorème dit la chose suivante. Hein, on suppose que N est en fait inférieur strictement à la somme des Zm plus 1. Donc je vous rappelle que N, c'est le nombre d'électrons, et la somme ici, c'est la charge positive totale, vous voyez. Donc ce qui est très naturel, c'est de prendre N égale à la somme des Zm. Mais en fait, ce théorème, donc N est évidemment un entier, puisque c'est le nombre de variables dans l'équation, mais ici, les Zm, on n'est même pas obligé de prendre des entiers. Si c'est des entiers, si tout le monde est entier, vous voyez que je peux mettre inférieur ou égal, enlever le 1. Mais le théorème est vrai tout le temps. Évidemment, les Zm doivent être positifs. Hein. Bon. D'accord? Donc ça veut dire que vous mettez moins d'électrons que de protons. Enfin, dans la vie, souvent, c'est égal. Hein. Alors, il existe un nombre sigma, un réel sigma. Bon, il se trouve qu'il est négatif ou nul. Enfin, pas très important, et une suite En qui croît vers sigma, donc ça veut dire que tous les En sont tous strictement plus petits que sigma chez moi et ils tendent vers sigma, tels que, enfin qui décrivent, qui sont toutes pour lesquels j'essaye de faire quelque chose soit pas trop... qui sont les seuls E possibles, les seuls E pour lesquels il y a une solution. Inférieure à sigma. D'accord? Donc c'est le dessin que j'ai fait tout à l'heure. Ici, vous avez sigma. Ici, vous avez une suite infinie de En qui tendent vers sigma.
Et pour chacun des EN, vous avez une solution. Et c'est les seuls E pour lesquels il y a des solutions. Alors peut-être je suis encore un peu vague sur ce que veut dire être une solution, c'est parce que je ne vous parle pas de théorie spectrale. Mais si vous connaissez la théorie des distributions, solution au sens des distributions, avec psi dans L2, ça suffit. D'accord. Et par ailleurs, après sigma, vous avez des quasi-solutions pour toute énergie. Donc c'est le dessin de tout à l'heure. Donc c'est vous dire que la forme du spectre qui explique toutes les expériences et tout est vraiment générale et elle est parfaitement comprise mathématiquement, dans le sens où on sait que les solutions possibles de cette équation forment une suite croissante vers un certain sigma, et qu'après, bon là c'est un petit peu plus compliqué ce qui se passe, mais du moins on sait que pour chacun des E plus grand que sigma, vous avez des suites de quasi-solutions, et puis des fois il y aura des solutions, des fois il n'y en aura pas, mais voilà. Très bien. Donc c'est évidemment très important qu'il n'y ait pas trop d'électrons, juste parce que si vous essayez de fabriquer une molécule d'eau qui normalement a 10 électrons, et vous en mettez 50, il y a peu de chances qu'elle soit stable. Ça ne va juste pas exister dans la vie. D'accord ? Donc c'est naturel de demander que n ne soit pas trop grand. Et c'est aussi naturel de dire qu'il y a un genre d'équilibre des charges qui arrive, c'est-à-dire que, bon, si tout est entier, que ce soit vraiment le cas neutre qui soit critique. D'accord ? Donc la question suivante, c'est est-ce qu'on peut montrer que si n est trop grand, il n'y a pas de solution ? Non. Non, sigma toujours égal à l'énergie du système avec un électron de moins. Donc, en fait, ça dépend comment vous posez la question. Donc, si vous demandez s'il existe des solutions en dessous d'un sigma naturel, alors c'est quelque chose qui a été étudié depuis 30 ans énormément. Mais si vous vous demandez juste, est-ce qu'il y a des solutions n'importe où, alors en fait, c'est quelque chose qui était assez difficile, il n'y avait pas de résultat. Donc on a un article récent avec Eno Lensman. Enfin récent, c'est quand même 2013, qui dit, donc c'est seulement pour m égale à 1, c'est-à-dire pour un atome. Donc il dit que si n est vraiment grand, bon, en fait c'est pas si ridicule, alors il n'existe pas de solution. Ah, notre équation, je vais l'appeler étoile, mais elle est un petit peu haute pour que je puisse lui mettre son étoile. Mais dans toute la suite de l'exposé, étoile, ça sera l'équation qui est là-bas. Donc vous voyez qu'il y a une question naturelle qui est à partir de quand il y a des solutions, à partir de quand il n'y a plus de solutions. Tout chimiste va vous dire, ah bah c'est évident, hein, si j'ai un atome, il n'y aura jamais plus de 1 ou 2 électrons de plus, et après il n'y aura plus de solution. Et c'est une conjecture célèbre. En fait, à partir de Z plus constante, il n'y a plus de solution, et on ne sait pas du tout la démontrer. C'est en fait très difficile, et c'est même faux si on ne met pas certaines bonnes hypothèses que je vous ai cachées pour l'instant. Bien, donc vous voyez que c'est une équation assez passionnante, même impressionnante, puisque elle peut décrire des systèmes très variés. Malheureusement, il y a quand même un point négatif dans toute cette affaire, c'est que c'est une équation qu'on ne sait pas résoudre. Mais quand je dis on ne sait pas résoudre, je ne parle pas de analytiquement, même numériquement, en fait on ne sait pas la résoudre avec une précision suffisante. Et donc, malheureusement, étoile est impossible à résoudre. Même numériquement. Dès que n est plus grand que, je ne sais pas, 6, 7.
La raison, c'est que vous devez résoudre une équation en dérivée partielle, mais avec un nombre gigantesque d'inconnus. Si vous regardez la molécule d'eau, vous avez 10 électrons, donc vous devez résoudre une équation dans R puissance 30. Même avec votre super calculateur, je ne sais pas comment, pour le faire avec une très haute précision, c'est juste pas possible. Hein, parce que le problème, c'est que la dimension de l'espace dépend du nombre d'éléments dans le système. Donc pour cette raison, les physiciens et les chimistes ont développé toute une panoplie de modèles approchés qui sont plus faisables d'un point de vue pratique, c'est-à-dire pour lesquels on peut vraiment développer des méthodes numériques et faire des calculs et prédire quelque chose. Donc vous devez avoir à l'esprit que le nombre de gens qui essayent de résoudre cette équation est colossal et que l'effort mis par la communauté scientifique pour résoudre cette équation est vraiment gigantesque. Donc pour vous donner une idée, il y a quelques années, on disait qu'il y avait 1/5 du temps de calcul de tous les supercalculateurs qui était dédié à ça. D'accord ? Alors je sais, ça a peut-être un peu changé maintenant, surtout avec le Bitcoin et tout. Bon, je ne sais pas si c'est les supercalculateurs qui faisaient seulement de la science, mais en tout cas c'est gigantesque. Il y avait un article de Nature il y a 4 ans qui avait cherché les 100 articles les plus cités de l'histoire des sciences. Ils avaient fait une liste avec un top 100. Et, ce qui est intéressant, c'est le top 10. Donc inutile de vous dire qu'il n'y a pas de maths dans les 100 articles les plus cités de l'histoire des sciences. Hein. Le nombre de citations, les premiers, c'est de l'ordre de 100 000 par article. D'accord ? Donc dans les 10 premiers, vous en avez 3, d'accord, qui ont chacun de l'ordre de 70 000 ou 80 000 citations, qui sont pour le développement, qui sont des développements de certains modèles approchés pour résoudre cette équation. D'accord ? Donc c'est pour vous donner une idée de l'impact de ce genre de questions. Bien. Donc c'est important d'essayer de comprendre mieux cette équation. Non, on ne peut pas faire les deux en même temps. Donc vous voyez que tout doucement, je vous ai amené à l'idée qu'il fallait regarder des modèles approchés. Et donc la question naturelle que j'aimerais développer un petit peu, c'est est-ce qu'il y a des modèles approchés plus simples qu'on peut obtenir à partir de cette équation dans certaines limites. D'accord ? Donc c'est ce que je voudrais discuter dans le reste de l'exposé, où cette fois je vais mentionner des résultats plus personnels. Mais peut-être qu'avant de faire ça, j'ai le temps de parler 5 minutes de pourquoi cette équation. Hein, donc peut-être rapidement, d'où vient cette équation. Et de corriger la petite chose que je vous ai cachée. Donc, très rapidement, je vous rappelle comment on décrit n particules dans le cas classique. Hein. Donc, si vous avez n particules classiques, donc je vous rappelle ou je vous dis que c'est décrit par ce qu'on appelle un système hamiltonien. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que vous avez un hamiltonien qui est juste une fonction de 2n variables, d'accord ? Donc, qui sont les positions et les vitesses, d'accord, ou les quantités de mouvement de chacune de ces n particules. D'accord ? Donc, x1, c'est la position de la particule numéro 1, et p1, c'est m fois sa vitesse, qui est la quantité de mouvement de la particule 1. Et pareil pour x2, p2, etc. D'accord ? Et qu'est-ce que ça vaut ? Ça vaut la somme des énergies cinétiques, 1/2 de mv2, que je peux écrire 1 sur 2m pj carré, plus le v de xj, plus la somme des w de xj moins xk, qui sont le paysage et l'interaction entre les particules. D'accord ? Donc c'est une fonction qui est définie
sur R6n à valeur dans R. Et qu'est-ce qu'on en fait? Ensuite, vous avez la dynamique, qui est donnée par la dynamique hamiltonienne, les équations de Newton, qui sont juste que xj point, commencez par x, et la dérivée par rapport à p, donc c'est-à-dire pj sur m, et pj point, qui est moins le gradient de l'énergie. Alors tout ça, je vais peut-être l'appeler grand W de x1, xn, pour gagner un peu de place. Donc c'est la dérivée par rapport à xj de w. Quand c'est un système hamiltonien, l'énergie est conservée le long des trajectoires. Et voilà. Donc vous vous intéressez maintenant aux états stationnaires, sont ceux où le système ne bouge pas. S'il ne bouge pas, c'est que ça doit être nul. Vous voyez que les PJ doivent tous être nuls, ce qui est normal puisque ça ne bouge pas. Donc la vitesse doit être nulle. Et ensuite, vous devez chercher un point critique de la fonction W. D'accord ? Ça, c'est la mécanique classique. Donc, si vous appliquez cette mécanique classique aux atomes et molécules, ça fait n'importe quoi. C'est-à-dire que vous ne trouverez jamais des énergies spéciales ayant des valeurs particulières. D'accord ? Et en plus, il n'y a pas d'énergie minimale, puisque, en fait, votre H n'est pas minoré. Donc, comment vous retrouvez le modèle quantique à partir de ça? Vous voyez, on a déjà tout. Il faut juste qu'on remplace ce truc-là par un Laplacien. Donc, quels sont les axiomes, si vous voulez, de la mécanique quantique en 1 minute, hein? Et c'est la chose suivante. On va faire deux choses. Première chose, on va abandonner l'idée de décrire précisément où est chaque personne et à quelle vitesse elle bouge. C'est-à-dire, on va prendre une description probabiliste. C'est-à-dire, on va plutôt dire quelle est la probabilité de trouver telle personne à tel endroit. D'accord? Et quelle est la probabilité qu'elle ait telle vitesse. C'est la première étape. Et deuxièmement, on va ajouter un lien entre position et vitesse. Parce que c'est ça qui manque ici. Vous voyez que c'est parce qu'il n'y a pas de lien entre ces deux fonctions, par exemple, qu'il n'y a pas d'énergie minimale. Donc, deux étapes. 1, description probabiliste. 2, lien position-vitesse. Et le lien, en fait, c'est psi. C'est-à-dire que vous prenez un psi dont l'intégrale du carré fait 1, comme on a dit. Et à partir de psi, vous pouvez fabriquer deux probabilités, une pour les positions et une pour les vitesses. Donc vous regardez psi de x1, xn carré. Ça sera la densité de probabilité. Que la particule numéro 1 soit en x1, que la particule numéro 2 soit en x2, etc. Ça s'intègre à 1, c'est bien une probabilité. Que la particule numéro 1 soit en x1, etc. Et puis ensuite, vous prenez la transformée de Fourier de psi, et vous dites c'est la densité de probabilité que la particule numéro 1 et la quantité de mouvement P1, etc. Donc vous voyez que le lien entre position et vitesse, c'est la transformée de Fourier. D'accord? Alors c'est juste que, comment on définit la transformée de Fourier? Vous savez, il y a plein de définitions suivant ce que vous voulez avoir. Ici, on prend 1 sur 2pi h bar, à la puissance 3n sur 2. Et ensuite, exponentielle moins i, la somme des xj, pj sur h bar et psi de x1, xn. Et avec cette définition, vous voyez que quand je calcule l'énergie cinétique moyenne, c'est-à-dire j'intègre cette somme contre le carré de la transformée de Fourier de psi, vous allez trouver que l'énergie, qui est juste l'intégrale de l'énergie classique, mais selon les probabilités en question, va être le produit scalaire de psi contre hn psi, produit scalaire dans L2, où hn est l'opérateur de la parenthèse.
Et comme vous demandez que psi soit normalisé dans L2, quand vous minimisez, vous trouvez le problème aux valeurs propres, h psi égale e psi. D'accord? Donc voilà, c'était tout. Toute la mécanique quantique un peu rapide. Alors j'ai dit un truc bizarre, mais ça ne vous a pas choqué. J'ai dit probabilité que la particule numéro 1 soit en X1, numéro 2 soit en X2. C'est un peu bizarre si on réfléchit. Parce que ça veut dire que je sais qui est qui à tout moment. Mais en fait, ces gens, ils sont tous pareils, donc je ne peux pas les reconnaître. Je ne peux pas leur mettre des étiquettes à mes électrons. Donc ça veut dire que, je sais pas, je ne peux pas vraiment savoir qui est la numéro 1, qui est la numéro 2. Hein, il faut que ma modélisation soit invariante sous l'action des permutations des particules. D'accord? Donc ça veut dire qu'il faut que ces objets soient invariants par permutation. Il faut que tout soit toujours invariant par permutation. Et donc vous voyez que ce qui est très naturel, c'est de mettre des hypothèses sur psi, d'accord, pour que tout ce que je calcule soit invariant par les permutations. Et vous avez deux choix. Hein? Donc pour avoir l'invariance, évidemment je pourrais mettre des invariances sur les carrés, mais après j'aurais pu un problème quadratique qui va m'amener à une équation linéaire. Donc c'est mieux de mettre une hypothèse sur psi. Donc soit je demande que psi soit lui-même symétrique. Donc symétrique veut dire que si j'échange ces variables, c'est invariant. Soit je demande que psi soit antisymétrique. Et il se trouve que donc ces deux possibilités correspondent exactement aux deux types de particules qui existent dans le monde. C'est-à-dire, ça, c'est ce qui décrit les bosons. Et ça, c'est ce qui décrit les fermions. Donc, quand vous étudiez des particules particulières, le physicien doit vous dire si c'est plutôt des bosons ou plutôt des fermions. Et ensuite, vous devez mettre l'hypothèse que psi est symétrique ou antisymétrique. C'est-à-dire, vous ne devez résoudre l'équation étoile que pour des psi symétriques ou des psi antisymétriques. D'accord? Vous ne trouvez pas les mêmes solutions. Bon, il se trouve que les électrons sont des fermions. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, j'étais allé un peu rapidement, vous voyez. Mais en fait, pas tellement, parce que les théorèmes que j'ai énoncés sont vrais pour n'importe lequel, soit symétrique, antisymétrique, ou même vous mettez rien du tout. Mais c'est juste que physiquement, on doit regarder le cas antisymétrique. Bien. Alors, ça a l'air de rien du tout, vous voyez, c'est juste un signe quand on échange. Mais ce signe a une influence colossale sur le comportement de la matière. Et c'est quelque chose qu'on ne comprend pas vraiment tout à fait mathématiquement. C'est-à-dire que l'équation étoile va se comporter de manière complètement différente si vous demandez que psi soit symétrique ou que psi soit antisymétrique. Et il y a plein de cas où on arrive à voir mathématiquement que c'est le cas, mais il y a plein de propriétés où on sait que c'est vrai seulement parce que c'est par exemple antisymétrique, et on ne sait pas les démontrer parce que les types d'épreuves qu'on utilise marcheraient pareil pour les symétriques. Vous voyez ? Donc c'est quelque chose qui mathématiquement a l'air complètement anodin, et en fait, ça reste une grande question mathématique de comprendre très précisément ce qu'implique l'antisymétrie, par exemple. Bien. Et donc je vais terminer avec les limites de champ moyen. Donc là, en fait, ce que je vais juste faire, c'est vous énoncer deux théorèmes, et puis voilà, ce sera fini. Bon, là, c'est des résultats personnels, donc forcément, ça devient un petit peu... Enfin, c'est pas non plus très technique, mais... Et en fait, je vais vous énoncer deux théorèmes pour que vous voyez la différence entre symétrique et antisymétrique. Et là, on va voir la différence. Par exemple, quand on avance dans le tableau périodique, si vous avancez, on peut décrire exactement ce qui se passe si c'est symétrique, exactement ce qui se passe quand c'est antisymétrique, et il ne se passe pas du tout la même chose. Et c'est tant mieux, parce qu'on vit dans un monde antisymétrique, plutôt, et heureusement. Alors, donc commençons rapidement par le cas des bosons. Enfin, c'est plutôt l'inverse, on vit dans un monde antisymétrique, parce que c'est la seule possibilité. C'est plutôt ça. Bien. Donc, dans le cas symétrique, si vous voulez, il faut qu'on trouve un régime où l'équation se simplifie.
et devient beaucoup plus pratique et par exemple puisse être résolu sur un ordinateur. Donc peut-être que la première question qu'on peut se poser est quelle est la forme la plus simple des psi symétriques qu'on puisse écrire. Puis après on cherche dans quel régime on va tomber sur cette forme plus simple. Donc la forme la plus simple d'un psi qui dépend de n variables et qui est symétrique, c'est de prendre une fonction d'une variable et de la répéter. C'est-à-dire de demander que les particules soient indépendantes. Si vous prenez le carré, vous voyez que ça se factorise. Donc, du point de vue des probabilités, elles sont indépendantes. Elles sont même identiquement distribuées. Le u carré, c'est la probabilité. Alors, si vous calculez psi, h psi pour un tel u, vous faites un calcul et vous allez trouver h bar carré laplacien u carré plus v u carré. Voilà. N fois, parce que chaque terme de la somme va me donner la même chose. Et ensuite, chaque terme de la double somme va aussi me donner la même chose. Vous allez trouver nn-1 sur 2, qui est juste le nombre de termes, fois l'intégrale double de u de x carré, u de y carré, et w de x moins y. Voilà. C'est-à-dire, vous trouvez quelque chose qui n'est pas quadratique, mais qui est plutôt non linéaire, c'est-à-dire qui possède un terme quartique. C'est un fois, là. Donc, vous voyez que vous avez une partie qui se comporte comme n, une partie qui se comporte comme n carré. Donc, ce qui est assez naturel, il faut qu'on tue ce n carré, parce que sinon, ça ne va pas aller. Et donc, le théorème, c'est le suivant. Donc, c'est un théorème avec Nam et Nicolas Rougerie. Donc, je vais appeler E indice S. S, c'est pour symétrique. D'accord ? Vous voyez, j'ai plein de paramètres. Je mets tous les paramètres dans la parenthèse. Et je regarde juste la solution, enfin le E le plus petit pour lequel il y a une solution à mon équation étoile, d'accord, la première valeur propre si vous voulez. Donc je mets le V je le fixe, et le W je le divise par n pour me débarrasser de ce n carré. Et le tout dépend bien sûr de n. Et le théorème dit que si je divise par n, la limite quand n tend vers l'infini, c'est finalement ce problème-là, d'accord, où je dois trouver le meilleur u possible. Donc c'est l'infimum avec u carré égale à 1, d'accord, de h bar carré gradient u carré plus v u carré plus 1 demi de l'intégrale de u de x carré, u de y carré, w de x moins y, dx dy, voilà. Donc je dois résoudre un problème de minimisation, mais qui est maintenant non linéaire. C'est déjà le cas, même si je n'ai pas w, mais je veux dire, l'équation est non linéaire. Quand j'écris l'équation correspondante, je vois que c'est une équation valeur propre, mais où l'opérateur dépend de la fonction elle-même. D'accord ? C'est une équation non linéaire. Donc, quel est le message ? Le message, c'est que l'équation très compliquée, vous allez me dire, quand je l'écris, ça ne prend pas plus de place, ou moins. Mais c'est juste que l'équation là-bas, on ne sait pas la résoudre, tandis que celle-là, on travaille dans R3. Et donc celle-là, numériquement, elle est beaucoup plus accessible. D'accord ? Bien. Donc, ce qui se passe, vous voyez, c'est que si je prends l'équation de là-bas et que le W, je lui mets un 1 sur n devant et que je prends n gigantesque, je mets énormément de particules, finalement, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Eh bien, vous voyez, elles sont très serrées, il y a énormément de monde, vous êtes dans une foule et tout, elles n'arrivent plus à avoir un comportement individuel, vous voyez, parce qu'il n'y a plus de place, tout le monde se cogne et tout. Et donc, finalement, elles vont acquérir un comportement collectif et se comporter toutes de la même manière, de façon collective. Et c'est ce qu'on voit en regardant cette limite n grand. D'accord ? Donc, le modèle à droite, je n'ai pas le temps d'en parler en détail, mais c'est un modèle typique
champ moyen où vous voyez chaque particule interagit avec tout le monde, mais vu que toutes les autres se comportent de la même manière, bah, vous voyez un miroir de vous-même partout, et c'est pour ça que vous avez un modèle non linéaire. D'accord? Alors, maintenant, vous allez me dire, c'est bien de mettre un 1 sur n, mais dans la physique, il n'y en a pas des 1 sur n devant W. C'est un peu bizarre. Mais en fait, dans certains cas, on peut, par changement d'échelle, s'arranger pour qu'il y ait un 1 sur n dans un modèle qui n'a pas l'air d'en avoir. Donc, il se trouve que vous avez un corollaire qui est le tableau périodique. Si vous avancez dans le tableau périodique, il n'y a pas de 1 sur n. D'ailleurs, on peut prendre h bar égale à 1. Mais en fait, vous avez un z qui est égal à n qui est énorme dans le v et le w n'a rien. Mais vous pouvez faire un changement d'échelle et vous arranger pour écrire tout ça avec un 1 sur n. Et donc de ça, vous allez pouvoir en déduire que je vais écrire E de n égale z pour un atome, mais où on fait l'hypothèse saugrenue que les électrons sont des bosons. Bah, en fait, ça va se comporter comme z cube, et ça va tendre vers le truc de droite, avec le v correspondant, et le w correspondant, mais sans le z dans le v. D'accord? Donc vous voyez, et ça c'est un résultat qui a été connu, il est dû à Ben Gurion et Lieb dans les années 80. Donc ce que nous on a fait, c'est le faire dans des V et des W très généraux. D'accord? Et vous voyez que c'est quelque chose de très générique. Ça marche tout le temps, à condition de mettre un 1 sur n ici, qui ici n'existe pas, ce qui peut donner une mauvaise idée de pourquoi on comprend cette limite. D'accord? Mais on comprend exactement ce qui se passe. La minimisation de ES, c'est donc associé à la fonctionnelle qui est en bas, donc pour des fonctions psi sous la forme tensorisée. Ah, ce S-là, non, c'est le vrai, c'est la vraie équation étoile. Non. Hein, donc ce que dit ce théorème, c'est que je regarde la vraie équation étoile, je calcule le E, alors quand n est grand, bah, je peux supposer, et d'ailleurs j'ai pas été très... Enfin, on peut continuer et donner le lien précis entre les minimiseurs de ce problème et le psi de l'équation. On peut donner vraiment un lien. Bien, donc il faut que je m'arrête parce que c'est l'heure, mais je veux juste mentionner ce qui se passe dans le tableau périodique en vrai. Donc vous avez un autre théorème que nous avons aussi généralisé, mais là je vais plutôt vous donner le corollaire, hein, qui est dû à Lieb et Simon. Alors je dis toujours 77 parce que c'est l'article de maths, mais une fois je me suis fait gronder par un des deux, parce que l'article de physique était bien antérieur, vous avez déjà expliqué l'idée générale de la preuve, donc c'est plutôt 73 je crois. Ben, en maths c'est toujours beaucoup plus long à faire publier, tout ça vous savez. Bon. Donc si vous regardez le vrai, c'est-à-dire le EA de n égale z pour un atome, en fait ça se comporte comme z à la puissance 7 tiers. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec le cube. Et la limite est aussi tout à fait comprise. C'est aussi un infimum sur tous les U qui sont normalisés. Mais par contre, le premier terme est un peu bizarre. C'est une constante universelle fois U à la puissance 10 tiers moins U de x carré sur x dx et plus l'autre terme là-bas. Donc, qu'est-ce qui se passe si vous avancez dans le tableau périodique en allant d'une case à l'autre et en avançant indéfiniment? Eh bien, si jamais vous faites l'hypothèse saugrenue que les électrons sont des bosons, en fait, ce qui se passe, et que vous pouvez voir en appliquant la dilatation, comme je n'ai pas expliqué là-bas, c'est que tout s'effondre, les noyaux, ils s'effondrent complètement à une échelle 1 sur z. Donc, tout s'effondre complètement.
Et ce n'est pas du tout ce qui arrive dans la réalité. Les électrons sont en fait des fermions. Et ça ne s'effondre pas du tout. En fait, c'est peut-être contraire à votre intuition, mais quand vous avancez dans le tableau périodique, les atomes, ils ne grandissent pas. Ils ne deviennent pas de plus en plus gros. En fait, ils ont une taille qui converge vers un nombre universel. C'est-à-dire, donc ils deviennent très denses, vous voyez, parce qu'il faut quand même mettre n personnes, voilà. Mais ils ne grossissent pas. Donc pour les bosons, en fait, ça s'effondre complètement, tout tombe sur le noyau, tandis que pour les vrais atomes de la vie, donc c'est quand même très dense, puisque vous avez énormément de personnes dans une région d'ordre 1, mais ils sont de taille 1, les très gros atomes. Donc là, pardon ? Non, en fait, c'est une conjecture célèbre, mais disons qu'on voit qu'ils sont de taille 1 dans le modèle effectif de droite, et de ça, on en déduit que probablement ils sont de taille 1 dans le vrai modèle étoile, et les physiciens disent, ben oui, bien sûr. Et donc, c'est vrai, mais on ne sait pas encore le démontrer. En tout cas, vous voyez ici... Oui, ça veut dire ça. D'accord ? Donc, vous voyez déjà, là, on voit une différence énorme entre symétrie et antisymétrie. Et donc, ça veut dire que mathématiquement, il faut arriver à comprendre l'impact de ce moins complètement innocent. Vous voyez ? Et on ne sait pas le faire. En tout cas, le message, vous voyez, c'est que dans certains régimes, cette équation qui tient sur une ligne et qu'on n'arrive pas à implémenter sur un ordinateur pour la résoudre de façon précise, se simplifie énormément, on converge vers des modèles non linéaires, donc, qui sont quand même encore un peu compliqués, mais qui sont posés sur R3, qu'on peut étudier. Et ensuite, les physiciens et les chimistes qui cherchent des modèles approchés pour résoudre l'équation étoile peuvent par exemple se servir de ces modèles très simples comme base pour développer des modèles plus précis qui vont leur permettre de faire des prédictions meilleures. Merci beaucoup.